Et je voudrais vous parler d'une information que nous avons reçue aujourd'hui, selon laquelle l'une des chambres d'instruction de la Cour pénale internationale, qui se situe à La Haye, aux Pays-Bas, avait lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine et contre une certaine Maria Lvova-Belova, qui est une Russe qui serait responsable du transfert d'un certain nombre d'enfants d'Ukrainiens vers la Fédération de Russie, l'un et l'autre étant poursuivis pour crimes de guerre. Alors, ceci m'amène à préciser un petit peu les choses et à vous montrer comment on peut manipuler les opinions publiques d'une façon quand même particulièrement vicieuse afin de faire penser que des choses sont déjà actées, confirmées, alors qu'en fait il n'en est rien et surtout ça n'est pas remis dans son contexte. Je m'explique. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Cour pénale internationale ? C'est une cour qui a été créée par un traité international qui a été signé à Rome en 1998, que l'on appelle le statut de Rome, qui crée donc cette Cour pénale internationale pour juger des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, j'allais dire à tout moment. C'est une espèce d'institutionnalisation de ce que furent les tribunaux de Nuremberg. Je dis les parce qu'il y en a eu plusieurs. Enfin, non, le plus célèbre, c'est le premier tribunal de Nuremberg qui s'est tenu en 1945-46, donc pour juger les grands criminels de guerre nazis. Donc il faut savoir qu'au moment de la création du tribunal de Nuremberg, il n'y avait rien qui existait dans le droit international qui permettait de faire ce genre de procès. Donc ça avait été inventé sur le moment. Mais donc le traité de Rome, donc le statut de Rome, en 1998, a voulu pérenniser, officialiser, institutionnaliser une espèce de tribunal de Nuremberg permanent qui permettrait à tout instant de juger de crimes de guerre commis par des dirigeants divers et variés de la planète. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que comme tout traité international, il y a toute une procédure qui doit être suivie. C'est-à-dire qu'il faut que les États, il y a 195 États à l'Organisation des Nations Unies, que les États signent le traité. C'est le premier élément. Deuxièmement, qu'après l'avoir signé, ils le ratifient. Et troisièmement, que le traité entre en vigueur, puisque ça fait partie des clauses des traités internationaux. Un traité ne peut pas entrer en vigueur tant qu'il n'y a pas un minimum d'États qui sont dedans. Pour le traité de Rome, le nombre avait été fixé à 60 ratifications. Les 60 ratifications ont été obtenues en 2002, donc depuis 2002, le traité est entré en vigueur et la Cour pénale internationale avec. Mais, si vous m'avez suivi, ou sinon vous revenez en arrière, seuls les États qui ont premièrement signé, deuxièmement ratifié le traité, font partie du statut de Rome. Donc seuls les États qui ont signé puis ratifié peuvent être justiciables de la Cour pénale internationale. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, c'est un des grands mystères dont personne ne vous parlera, c'est que ce qu'a fait la Cour pénale internationale en lançant une procédure contre Vladimir Poutine ou contre cette madame Maria Lvova-Belova, c'est en fait un coup de pub. Ce qui, compte tenu du sujet, est quand même particulièrement contestable, puisqu'il s'agit quand même de choses épouvantables qui sont reprochées. Et faire de la pub sur quelque chose comme ça n'est pas forcément, à mon avis, quelque chose de très recommandable. Pourquoi c'est faire de la pub ? Parce qu'il faut tout simplement savoir que la Russie, elle a signé le traité de Rome, mais elle ne l'a jamais ratifié. Elle ne l'a pas ratifié. Vous savez la différence entre signature et ratification. Par exemple, en France, ceux qui sont habilités à signer un traité, ça va être le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Par exemple, François Mitterrand et Roland Dumas qui avaient signé le traité de Maastricht lors de sa conclusion, qui avait dû être à peu près en décembre 1991. Et la ratification intervient après, et cette fois-ci, ça n'est plus le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères, c'est le Parlement, le corps législatif représentant le peuple français. C'est donc le Parlement qui ratifie ensuite, qui vote pour la ratification d'un traité qui a déjà été signé. Vous voyez un petit peu la différence. Alors, la Russie, elle a signé le traité de Rome, mais elle ne l'a pas ratifié. Donc, la Cour pénale internationale peut faire ce qu'elle veut, eh bien, ça n'atteindra jamais
en fait, les dirigeants russes, puisqu'ils ne sont pas juridiquement contraints de respecter ce tribunal. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu fort de café. C'est vrai que c'est un peu fort de café, puisque ça dépend de la volonté des dirigeants d'un pays de se soumettre ou non à ce traité. Il faut donc avoir une volonté particulièrement démocratique, chevillée au corps et de respect du droit pour se soumettre à ce genre de traité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont, parmi les États du monde, ceux qui ont signé le traité, ceux qui l'ont ratifié, et enfin, tous ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre. Bon. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près, je crois, 140 États sur 195 États qui ont ratifié le traité, le statut de Rome. Mais il y a des très grands absents. Alors certes, la Russie n'a pas ratifié le statut de Rome, mais il y en a d'autres qui ont fait pareil. L'Ukraine, par exemple, elle a signé mais n'a pas ratifié le traité de Rome. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale pourrait très bien lancer aussi une procédure de crime de guerre contre Vladimir Zelensky. Il suffirait pour cela que la Russie fasse jouer ses lobbies auprès de la Cour pénale internationale, mais en fait, ça n'aurait pas plus d'effet. Donc quand on apprend ça, ça commence déjà à relativiser singulièrement cette affaire. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres États qui sont dans la même situation, et notamment les États-Unis d'Amérique, qui ont signé le statut de Rome, mais qui n'ont jamais ratifié le statut de Rome parce qu'ils ont peur que ça leur soit reproché et que la Cour pénale internationale délivre ensuite des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants américains qui ont commis des crimes de guerre. Et Dieu sait s'il y a matière, que ce soit avec George W. Bush, avec Obama, avec Bill Clinton, avec l'actuel président Biden, sauf peut-être Donald Trump qui, lui, a plutôt retiré les troupes, notamment d'Afghanistan, qu'on en a envoyées. Les autres ont fait des crimes de guerre sans arrêt. Donc les Américains ont refusé de ratifier. Ils sont comme les Russes. Donc il faut surtout pas croire que cette information qui est délivrée à l'opinion publique comme si c'était une preuve de culpabilité spécifique des Russes alors que les autres seraient blancs comme neige, c'est tout à fait faux. On peut simplement remarquer que la Cour pénale internationale n'a jamais lancé de procédure, de mandat d'arrêt international contre les dirigeants américains, alors qu'il y aurait beaucoup plus matière que pour les dirigeants russes. Je ne dis pas que les dirigeants russes, d'ailleurs, ne devraient pas le faire, l'objet, mais enfin, les États-Unis, c'est bien pire. Ce que je dis est d'ailleurs tellement vrai que il s'est trouvé qu'en 2011, un certain nombre de pays musulmans se sont réunis à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Fédération de Malaisie. Ça veut dire les eaux boueuses en malais. Et donc, dans cette capitale, à l'instigation du Premier ministre de l'époque, le Premier ministre malaisien, le docteur Mohamed Mahathir, ils avaient décidé de créer un tribunal pénal international pour juger des crimes sur la guerre en Irak. Et ils l'avaient fait parce que, justement, il n'y avait pas moyen de poursuivre les États-Unis d'Amérique devant la Cour pénale internationale, puisqu'ils n'ont pas ratifié le statut. Et donc, un tribunal s'est tenu à Kuala Lumpur. In absentia, c'est du latin, ça veut dire en l'absence des prévenus, en l'absence des personnes qui sont poursuivies, qui était le président George W. Bush d'un côté et le Premier ministre britannique qui était Anthony Blair à l'époque pour la guerre en Irak. Alors, il faut savoir, eh bien, que ce tribunal de Kuala Lumpur s'est réuni, il y a eu toute une série de sessions avec des avocats, avec des procureurs, avec l'examen de preuves juridiques. Ça a été du sérieux. Enfin, il y a eu plusieurs sessions, il y avait beaucoup de monde, il y avait la presse, mais la presse des pays musulmans. Les pays occidentaux ont fait un silence absolu sur ce procès de Kuala Lumpur. Et à l'issue de ce procès, eh bien, le président George W. Bush et le Premier ministre britannique Anthony Blair ont été jugés par le tribunal, par des magistrats, coupables de crimes de guerre, peut-être même aussi crimes contre l'humanité, et donc ont été condamnés à de la prison à perpétuité ou je ne sais pas quoi. Alors, évidemment, le président américain George W. Bush, le Premier ministre Anthony Blair évitent de se rendre en Malaisie,
ou dans un certain nombre de pays ayant fait partie de ce tribunal, parce qu'il risquerait à tout moment d'être arrêté pour être déféré à Kuala Lumpur pour être mis en prison en Fédération de Malaisie, ce qui ne doit quand même pas être agréable. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça prouve donc que cette Cour pénale internationale est un concept éminemment occidental et qui, en fait, sert à juger les peuples non occidentaux, ou en tout cas ceux qui ne relèvent pas de la sphère américaine. Alors, il y a encore deux autres choses très importantes à dire. C'est que parmi tous les pays du monde, il y a des pays qui non seulement n'ont pas ratifié, mais n'ont même pas signé, qui n'ont même pas voulu signer ce traité d'emblée. Ils ont considéré que ça n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient accepter, que leurs dirigeants dépendent d'une cour pénale située à La Haye par des gens qui ne connaissaient pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Alors parmi les pays spectaculaires qui n'ont pas signé, qui n'ont même pas signé ce traité, la République populaire de Chine. Donc les dirigeants chinois n'ont même pas fait ce qu'ont fait les Américains et les Russes, c'est-à-dire ils n'ont même pas signé. Donc ça veut dire que Xi Jinping, si par exemple on voulait lancer contre lui une procédure pour crime de guerre, crime contre l'humanité, par exemple, au Tibet ou dans le Xinjiang, ça ne marcherait pas puisque la Chine n'en fait pas partie. Mais c'est pareil aussi pour d'autres pays, comme par exemple l'Inde, qui n'a pas signé, la Turquie, qui n'a pas signé ni ratifié, Israël, qui n'a ni signé ni ratifié. Évidemment, les dirigeants israéliens savent bien que s'ils signaient et ratifiaient, il y aurait évidemment des procédures qui seraient lancées contre eux, notamment pour ce qui se passe dans les territoires occupés. Voilà, donc c'est très important de comprendre, encore une fois, que le nombre de pays qui ont signé et ratifié, c'est qui en définitive ? Ce sont les pays de l'Union européenne. Par exemple, la France a signé et ratifié, mais il y a également la plupart des pays d'Amérique latine. Et puis, il y a très peu de pays en Asie, en fait, il faut le dire. L'Indonésie n'a pas signé non plus. L'Iran n'a pas signé, comme Israël, ou comme la Chine, ou comme l'Inde. En revanche, c'est en Afrique que les questions se posent. Il y a quelques pays qui n'ont ni signé ni ratifié, comme par exemple l'Éthiopie, la Somalie, qui sont en état de guerre chronique. Je crois que le Sénégal aussi n'a pas signé. Mais il y a des pays qui ont signé, mais qui n'ont pas ratifié. Je crois que c'est le cas, par exemple, de l'Algérie. Et puis il y a des pays qui ont à la fois signé et ratifié. Ce sont notamment des pays de l'espace francophone, des pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale francophone, parmi lesquels, justement, d'un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire avait signé et ratifié que, en définitive, Laurent Gbagbo a été poursuivi par la Cour pénale internationale, puisque son pays lui-même s'était mis dans cette situation. Alors, il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont commencé, et pas seulement d'Afrique, qui ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient été un peu les dindons de la farce, puisque ces grandes puissances, et très spécifiquement les États-Unis d'Amérique, qui donnent des leçons de morale à la planète entière et de lutte pour la défense des libertés, poursuivre les crimes de guerre, eux, évidemment, poussent les autres États du monde à signer et ratifier, et eux se gardent bien de signer et de ratifier. Il y a un pays qui s'est rendu compte de cette arnaque, ce sont les Philippines, avec le président Duarte, qui est un personnage haut en couleur et assez controversé, enfin qui a compris que tout ceci, en définitive, c'était souvent des pays en voie de développement ou des pays qui s'étaient un petit peu laissés enflammer par la publicité faite dans les pays occidentaux et qui avaient signé l'un et l'autre. Donc les Philippines, après avoir signé et ratifié le statut de Rome, est l'un des tout premiers pays à l'avoir dénoncé. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tout ça en conclusion, pour dire que il faut faire très attention toujours quand on parle des questions de droit, que la presse et les médias occidentaux, et notamment la presse française, est tout à fait insuffisante. Son message étant que Vladimir Poutine a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui peut impressionner dans les chaumières. Le Figaro n'a quasiment jamais dit un mot de ce qui s'était passé à Kuala Lumpur. Et puis surtout, il ne signale pas que, en fait, la même chose pourrait être faite contre l'Ukraine, mais que ça n'aurait pas plus d'effet en Ukraine que contre la Russie, puisque ce sont des États qui n'ont pas ratifié ce document. Alors le plus extraordinaire de cette affaire, c'est que on a vu que ce mandat d'arrêt international envoyé par la
Cour pénale internationale, puis par une chambre d'instruction de la Cour pénale internationale, a été applaudi, approuvé, alors évidemment par le gouvernement ukrainien, bien entendu, puisqu'il s'agit de se faire de la pub contre la Russie, mais il a été également approuvé par la Commission européenne. Je crois que Mme von der Leyen s'en est félicitée, mais aussi, plus incroyable encore, par Mme Catherine Colonna, dont je rappelle, parce que les gens finissent par l'oublier, qu'elle est la ministre française des Affaires étrangères. Alors moi, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent, parce que Mme Colonna, elle est quand même diplomate de carrière. Elle a fait l'ENA, moi je l'ai connue, elle était dans l'entourage de Chirac. C'est quand même une diplomate, elle est quand même pas complètement débile. Elle est la première à savoir que la Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale, puisqu'elle n'a pas ratifié. Et néanmoins, elle s'en félicite en disant que c'est un premier pas, etc. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment atroce de s'en rendre compte, c'est qu'au lieu que nous ayons des dirigeants qui disent la vérité aux Français, dirigeants politiques ou des dirigeants du monde médiatique, ce que je fais là, c'est le travail que devrait à la fois faire le ministre français des Affaires étrangères s'il respectait la population française ou le président de la République. C'est aussi le travail que devraient faire des journalistes sérieux. Ils devraient dire bon ben voilà, il y a eu ça qui est, mais vous savez, ils devraient dire ce que je viens de dire. Cette affaire n'ira pas loin, ne peut pas aller nulle part d'ailleurs, puisque la Russie n'est tout simplement pas partie prenante à cette affaire. D'ailleurs, la Russie n'est pas la seule, puisque c'est la même chose pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, Israël, la Turquie, l'Iran, etc. Voilà, c'est ça que devraient dire. Mais pas du tout. Madame Colonna participe en fait de ce mensonge généralisé, de cette espèce de narratif mensonger dont le seul objectif en définitive, c'est de faire passer la Russie pour le grand loup-garou, que l'ensemble de la prétendue communauté internationale l'aurait dénoncé, ce pays et pas les autres, et donc de participer en fait à un montage, un mensonge. Or, tout le monde sait quand même qu'on ne peut jamais rien bâtir de solide et de durable sur ce bas monde, sur le mensonge. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. On retiendra quand même de cette affaire qu'il y a eu des observateurs de l'ONU qui se sont rendus sur place, donc en Ukraine, et qui ont, à la grande déception des observateurs ukrainiens et occidentaux qui en espéraient beaucoup, eh bien les observateurs de l'ONU ont conclu qu'il n'y avait pas eu crime de génocide. Alors déjà, ça mérite quand même d'être souligné, et que le crime de guerre qu'ils ont relevé, c'est le crime justement de ce que le journal Libération appelle des déportations d'enfants. Moi, le mot déportation me fait un petit peu... si c'est exact, c'est horrible, mais qui dit déportation, me semble-t-il, dans son acception, dit à la fois transfert forcé et incarcération. Est-ce qu'il s'agit exactement de ça? Et qu'est-ce que ça concerne? Est-ce qu'il y a énormément d'enfants? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas. En attendant, ce que je note aussi, c'est que ces mots de déportation qui sont très chargés, très lourds de sens, doivent être utilisés avec beaucoup de prudence. De ce point de vue-là, je me rappelle une émission il n'y a pas très longtemps où participait l'inénarrable journaliste de Libération Jean Quatremer, qui expliquait que on n'en finirait jamais dans cette guerre en Ukraine tant que les territoires qui sont actuellement russes, la Crimée et les 4 républiques du Donbass ne seraient pas restitués à l'Ukraine. Et comme on lui faisait remarquer qu'il y avait dans ces territoires des russophones, des russophiles, et que les gens étaient de façon écrasante favorables à la Russie, eh bien, le journaliste de Libération a proposé, c'était sur CNews ou BFM TV il y a quelques semaines, a proposé tout simplement qu'on organise la déportation de centaines de milliers de personnes qui devraient être dégagées. Déplacer des populations aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. Eh ben c'est ce qui risque de se passer et ça risque d'être douloureux parce que là c'est 10% de la population de la Crimée qui risque d'être déportée vers la Russie. Je ne dirais pas déportée là, en l'occurrence. Oui mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Oui, les Russes sont aujourd'hui en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui mais la Russie n'est pas un État démocratique. Voilà. Heureusement, j'espère quand même que l'on n'atteindra jamais ce niveau de délire de ce conflit en Ukraine. Voilà. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous donner à réfléchir et surtout à bien comprendre que le droit international, c'est une discipline rigoureuse, comme l'est le droit, qui ne se contente pas d'à peu près.